Il y a un an exactement qu'une mutinerie éclatait ici à Bamako, une mutinerie qui a conduit à un coup d'État mettant fin au régime en place. Aujourd'hui, la rédaction revient sur ces événements. Nous avons fait un tour en ville, mais comment cela a été vécu par les travailleurs de l'ORTM? Dossier à suivre dans cette édition. Éradiquer le terrorisme dans le fuseau ouest, c'est l'objectif d'une patrouille organisée par l'armée malienne et ses alliés dans la forêt de Ouagadougou, dans la région de Ségou. Jeudi 21 mars, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Et tout d'abord, le président de la République par intérim a reçu aujourd'hui successivement le président de l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali qui est venu faire part au chef de l'État de la participation du Mali très prochainement au tournoi des anciens footballeurs de la CEDEAO à Dakar le 19 avril prochain et le représentant spécial de la présidence de la Commission de l'Union africaine qui a fait au président John Kounda Traoré le bilan des activités de la MISMA au Mali. Le récit de ces deux audiences avec Nyanya Aliou Traoré. Pierre Bouyoya et sa délégation sont venus faire le point de l'état d'avancement de la MISMA. La mission répartie en deux phases, notamment militaire et civile, est pratiquement opérationnelle. Les militaires de la MISMA seront dans les jours à venir déployés dans toutes les villes du Nord, dit-il. Gao, Tombouctou, Kidal, où nous sommes déjà. Nous voulions aussi lui indiquer ce que nous faisons avec la composante civile. Que nous sommes aussi en train de nous d'installer notre quartier général pour que nous puissions suivre le processus politique. Nous avons eu quelques difficultés pour démarrer, mais aujourd'hui, ça y est, nous sommes là. Nous avons aussi soulevé avec le président un certain nombre de préoccupations que nous rencontrons sur le terrain. Pour que la MISMA puisse être efficace, il faut que l'administration puisse se remettre en place rapidement, puisque c'est l'interface avec la population. Nous sommes aussi revenus sur un certain nombre de préoccupations. C'est la question des abus qu'il y aurait dans certaines localités contre les populations civiles. Le président nous a rassurés en tout cas que la position du gouvernement malien est très claire. Pour ceux qui veulent revoir l'équipe de rêve de Yaoundé 72, rendez-vous à Dakar dans un mois. Ce sera au compte du tournoi des anciens footballeurs de la CEDEAO. Le Mali, tenant du titre, compte garder le trophée et nos représentants, à les entendre, ont réellement les formes physiques de leurs ambitions. On va jouer, l'équipe sera composée de ceux que vous voyez autour de moi et d'autres qui ne sont pas là. Mais la règle première, c'est qu'il faut avoir plus de 47 ans. Et là, vous êtes en forme? Je laisse le soin à mon grand frère. On est en forme, hein, et comme il l'a si bien dit, il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas là. Les Brahma, les Ito et autres. Donc on espère avoir une bonne équipe et défendre notre coupe et la ramener encore à Bamako. Le tournoi des anciens footballeurs de la CEDEAO, c'est du 19 au 29 avril au Sénégal. En marge des matchs de football seront organisés des vernissages et des conférences débats sur les enjeux du football sur le continent. Actualité oblige, la crise malienne s'invitera dans les différentes rencontres et les organisateurs planifient d'organiser un don de sang de tous les participants pour notre pays. Un tournant qui réserve certainement beaucoup de surprises. Sur un tout autre plan, demander l'appui du président de l'Assemblée nationale dans l'accomplissement des tâches du comité de suivi et d'évaluation de la lutte contre la délinquance financière. C'est l'objectif de la démarche entreprise par cette structure. La présidente du comité de suivi et d'évaluation du plan d'action de mise en œuvre des recommandations des États généraux sur la corruption et la délinquance financière, Madame Si Aminata Konaté, s'exprime ici au micro de Alousseni Touré. Nous étions venus dans le cadre de la mission qui nous a été impartie en tant que comité de suivi et d'évaluation du plan d'action national de mise en œuvre des actions issues des résolutions des États généraux sur la corruption et la délinquance financière. Nous avons fait état des difficultés que nous avons rencontrées et de quelques perspectives
que nous pensons soumettre bientôt aux autorités supérieures de l'État pour que ce comité soit un peu plus dynamique. Nous disons qu'il y a quand même des difficultés énormes que le comité a tenté de surmonter. Nous sommes nés en même temps qu'un comité technique qui devrait faire le travail préparatoire, qui devrait donc toucher les différents départements ministériels pour voir où ils en sont avec l'exécution du plan d'action. Mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce comité technique n'a pas encore été mis sur place. Lutte contre la délinquance financière, lutte également contre le terrorisme. Dans le fuseau ouest, l'armée malienne et ses alliés ont organisé une grande patrouille dans la forêt de Ouagadougou. Cette action a pour but d'éradiquer le terrorisme et le banditisme dans la zone. De Ségou, nous retrouvons le reportage de Sibiri Konaté avec la voix de Brahima Kone. La forêt de Ouagadougou, une zone qui fait frontière avec la Mauritanie, était perçue comme un nid de djihadistes. C'est ce qui a amené l'armée malienne et ses alliés à initier cette patrouille dénommée Benkan 2. Pendant 4 jours, environ 8 points suspects ont été reconnus et fouillés par les hommes du fuseau ouest sous les ordres du colonel Mamari Kamara, adjoint au commandant du fuseau. Cette mission de grande envergure avait comme effet majeur de déceler et de détruire tous les éléments des groupes djihadistes présents dans les sites ciblés. Mon GTA a mené cette mission de la forêt à partir de Farabougou jusqu'au niveau du puits de N7. Donc ça, c'était la première phase de cette reconnaissance qui consistait à aller chercher le renseignement d'ordre tactique ou technique sur le terrain, sur un point ou dans une zone donnée, en engageant éventuellement le combat. Après la reconnaissance du premier point N7, un forage qui, avant sa reconnaissance, était suspecté d'être un point de ravitaillement en eau des groupes djihadistes. Le deuxième cap était le N8 reconnu par la troupe du groupement tactique interarmes numéro 2. J'ai pris le commandement de l'ETIA en direction du puits N8. Le GTA était composé de l'ETIA 73 et de l'ETIA de Nara. Ainsi, l'ETIA de Nara et de Tombouctou. Donc l'ETIA 73, qui est l'ETIA d'Abebara, a pris la marche et l'ETIA de Tombouctou a suivi. Successivement, les abris, les N5, N6 et une clairière de la forêt appelée Cœur ont été fouillés. Le but de cette mission était de fouiller la forêt du Ouagadougou à la recherche d'éventuels combattants des groupes djihadistes armés, en procédant à une reconnaissance des campements qui ont été détectés par l'aviation et en surveillant les puits d'approvisionnement en eau autour de la forêt. Le plus gros enseignement, c'est que contrairement à ce qu'on pense, il y a de la vie dans la forêt du Ouagadougou. Il y a une population qui y vit, qui mène ses activités pastorales. La forêt de Ouagadougou est occupée par des éleveurs maliens qui ne demandent que leur sécurité soit assurée par l'État. Cette patrouille semble alors rassurer ces pasteurs chez qui les germes de la piscose s'étaient installés. Toujours par rapport à la situation sécuritaire à Gao, tout comme à Tombouctou, l'administration commence à s'installer petit à petit. C'est dans ce cadre que les gouverneurs de région, le général Mamadou Adama Diallo et le colonel-major Mamadou Mangara viennent d'arriver sur le terrain. Cette présence de l'administration rassure davantage les populations et contribuera à accélérer les préparatifs des élections de juillet prochain. Nous y reviendrons en images dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais dans les titres 22 mars 2012, 22 mars 2013. Voilà un an, jour pour jour, qu'une mutinerie éclatait à Bamako. Mutinerie qui a abouti à un coup d'État mettant fin au régime du président Amadou Toumani Touré. La mutinerie, faut-il le souligner, est partie de Kati. La première cible a été l'ORTM. Ici, les travailleurs ne sont pas prêts à oublier ce 21 mars bien mouvementé. Sidiki Dambélé nous fait un bref rappel des événements de cette journée. Le 21 mars 2012, c'était un mercredi ordinaire, ou du moins presque jusqu'aux environs de 15 heures, où des militaires en couleur débarquent à l'ORTM en tirant en l'air. C'est le sauve-qui-peut. Ils investissent les bâtiments, ordonnent aux agents de vider les lieux, les programmes sont suspendus.
Au même moment, d'autres militaires attaquent la présidence et l'aéroport. Des combats s'engagent un peu partout. Les Bamakois se terrent chez eux. Au petit soir, on apprend que le palais présidentiel est bombardé, les bâtiments sont pillés et partiellement incendiés. Le président est exfiltré. En soirée, une mutinerie éclate également à Gao, siège du commandement des opérations militaires contre les rebelles du Nord. Les soldats envoyés au Nord se plaignent des évacuations préventives des camps militaires présentés par le gouvernement comme une stratégie de protection de la population locale. À Bamako, les arrestations se multiplient. Présidents d'institutions, membres du gouvernement, élus municipaux, officiers supérieurs. Les prisonniers sont conduits au camp Sundiata Keita de Kati, devenu le siège du putsch. Le 22 mars, au petit matin, voilà ce que le monde entier découvrait sur les antennes de la télévision nationale. La Constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement inclusif d'union nationale sera constitué après consultation de toutes les forces vives de la nation. Il précise que le CNRDE prend l'engagement solennel de restituer le pouvoir à un président démocratiquement élu dès que l'unité nationale et l'intégrité territoriale seront rétablies. Amadou Ayassanogo, chef de la junte, annonce l'instauration d'un couvre-feu à partir du jeudi 22 mars. Les frontières sont fermées. Un an après, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts, mais les observateurs les plus avertis pensent que le bout du tunnel n'est pas encore loin. Tout à fait, Sidiki Dambélé, on l'a dit, cela fait un an que notre pays se trouve dans une crise politico-sécuritaire marquée par le coup d'État militaire et l'occupation des villes du Nord par les terroristes. Ici à Bamako, l'épicentre de la crise politique, les citoyens lambda participent impuissamment aux événements, souvent victimes ou même acteurs de premier plan. Une situation qui a bouleversé le quotidien de pas mal de nos citoyens. Nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre eux. Ils nous rappellent certaines dates qui resteront à jamais dans les annales nationales. Ils nous confirment aussi leur espoir pour un Mali plus radieux. Une chose est sûre, c'est que le Mali n'est plus le même depuis les événements du 22 mars 2012. Avec le temps, les citoyens lambda ont aujourd'hui une autre perception de la vie politique et sociale. Le vécu quotidien, il n'y a pas de changement notoire. Nous aimerions bien qu'il y ait un changement, mais tel n'est pas le cas. Le constat, il est réel. Mali a avancé. On dirait que... Le regard que je porte sur le Mali d'aujourd'hui, c'est à peu près un regard de désespoir d'après ce qui s'est passé. Mais parce qu'il y a eu tellement de crises dans ces pays-là depuis le 22 mars passé. Le pays, ça va un peu mal, bien qu'il y ait eu vraiment du changement, mais jusqu'à présent, la crise nous frappe. Compte tenu de la fréquence des événements, un récapitulatif s'impose. Nous commençons par 3 dates clés. Celle du renversement de l'ancien président ATT le 22 mars 2012. Celle du contre-push dans la nuit du 30 au 31 avril par les commandos parachutistes et celle du 21 mai où le président de la République par intérim, Diongouna Traoré, a été agressé dans ses bureaux. Comment avez-vous vécu ce jour pas comme les autres? C'est du jamais vu, frapper un président. Frapper un président jusqu'à l'enceinte de la présidence. Je crois que des mémoires d'hommes, nous n'avions jamais vu ça, non seulement jamais entendu ça. Là, ça a été, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être si c'est la démocratie qui nous a amené ça, nous préférons avoir un bon dictateur qui puisse amener un semblant de tranquillité à la manière Sosescu ou bien à la manière envers Odia pour qu'il y ait une paix, pour que le Mali puisse continuer. Concernant le contre-coup, vraiment, c'était déplorable, Le 1er juillet 2012, c'est le commencement de la destruction des mausolées de Tombouctou par les intégristes qui occupaient la ville. Le 10 janvier 2013 est la prise de Konna par les terroristes qui avaient l'intention de progresser vers le sud du pays. Et enfin, le 11 janvier 2013, c'est le jour de la délivrance. L'armée française est entrée en guerre contre les terroristes sur notre sol. C'est le soulagement de tout un peuple. L'attaque de Konna, la disparition des mausolées ou de leur destruction sont des actes forts
qu'aucun Malien n'est prêt aujourd'hui à oublier. Et il faudra œuvrer à ce que cela ne revienne plus jamais et ne se reproduise plus jamais. Voir ton pays entre les mains des djihadistes, ça a été un grand choc pour moi. Mais je remercie la France. Vraiment, François Hollande l'a sauvé. Après cette batterie d'événements tristes et douloureux, maintenant quel avenir pour le Mali et les Maliens? À mon avis, le gros du travail reste à venir. Parce qu'il faudra, à partir d'aujourd'hui, instaurer un dialogue. Je parle d'un dialogue inclusif qui puisse mettre autour de la table tous les Maliens de ce pays. L'avenir pour le Mali passe déjà par l'événement majeur qu'on va vivre, c'est-à-dire les élections qui viennent. Seul le travail paye. Ce n'est pas l'or, Damandala, ce n'est pas le pétrole. Nous sommes équato-guinéens ou bien Nigeria du pétrole. C'est le travail, c'est l'école, c'est l'agriculture, c'est le travail de tous les jours qui peut faire que nous pouvions. C'est l'éducation en général. Si réellement les mentalités changent, ce pays va être un grand pays. Et j'en suis sûr. Le Mali peut se récupérer, mais dans cette situation, je pense que tant que la guerre ne se termine pas, je ne vois pas un avenir pour le Mali. Naturellement, le Malien, c'est quelqu'un qui est courageux. Bon, vraiment, je demande à toutes les autorités politiques, militaires, tu vois, et autres, vraiment de s'unir pour que le Mali aille de l'avant. Comme on le dit, le bateau Mali tangue mais ne chavire jamais. Certes, les Maliens ont beaucoup souffert ces derniers temps, mais ils gardent tous l'espoir pour le changement tant souhaité. Et ces enfants donnent espoir au Mali. Faisons à présent arrêt au niveau de l'ORTM. Les mois de mars et avril 2012 restent des moments inoubliables ici à l'ORTM. Les agents ont vécu de réels cauchemars. D'abord le 21 mars, lorsque les porteurs d'uniformes ont attaqué la structure avec des coups de feu en l'air. Ensuite, c'était cet affrontement entre militaires le 30 avril, toujours ici à Bozola. 12 mois après ces événements tristes, beaucoup d'agents restent choqués et surtout traumatisés. Ibrahima Traoré a promené sa caméra et son micro dans les bureaux pour recueillir l'état d'âme des uns et des autres. Suivons son reportage. Un an après les événements du 22 mars, le traumatisme plane toujours sur l'ORTM. La maison a été le théâtre de véritables scènes d'horreur. Premier épisode le 21 mars. Vers 15 h, des mutins s'attaquent à la radio avec des tirs à balles réelles. Le personnel est chassé, mais le DG de l'époque retenu jusqu'aux environs de 20 h. Les bureaux de la structure sont pillés. Pire, des motos, des ordinateurs portables et même des véhicules des agents sont volés. Le personnel semble toujours choqué par ce qu'il a vécu. Journal du 22? Oui, c'était le premier journal après le coup. Mais comme on raconte souvent, j'étais pas braquée. J'avais pas d'armes derrière ni devant. J'étais toute seule avec mon caméraman dans le studio. Dieu merci, ça s'est bien passé. C'est vrai que le visage n'était pas celui que les téléspectateurs connaissaient. C'était une situation délicate qui m'a beaucoup affectée et ça se lisait sur mon visage, quoi. Moi, j'étais au programme. Les militaires m'ont informé comme quoi ils vont venir me chercher à la maison pour présenter le journal. Il y avait au moins une dizaine de militaires à l'arrière du véhicule et nous étions dans la cabine. Donc souvent, il y avait des moments de panique, de vraie panique, parce que au moment où le véhicule devait surpasser, par exemple, un gendarme couché, j'entendais les armes grou 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 par derrière. Ça me déstabilisait. Mais on me rassurait au fur et à mesure. Deuxième choc à Bozola, l'attaque des bérets rouges. Une soirée cauchemardesque qui a traumatisé davantage le personnel. Pendant longtemps, l'enceinte de la radio avait l'allure d'un camp militaire. Certains soldats sont toujours présents avec leurs armes et un BTR 60 qui reste positionné juste derrière la radio. Quelques accès de la structure sont fermés tous les jours vers 18 h pour des raisons de sécurité. Bref, à l'ORTM, l'atmosphère du travail n'est pas encore très détendue. 12 mois après, beaucoup se rappellent encore ces moments fous. J'ai fui pour rentrer dans les kiosques. On était 5 dans les kiosques, plus le propriétaire du kiosque. Mais malheureusement, lui et une dame, ils sont décédés. Ce que moi j'ai toujours dans ma tête, directement quand je venais, j'étais devant le couloir
Et il y a un monsieur qui était avec un fusil comme ça, braqué sur moi. Il m'a dit, reculez. Moi, j'ai dit, mais non, j'ai mon sac là-dedans. Reculez ou je tire. Le militaire avec son arme s'est arrêté. Il a dit, ah bon? Vous n'avez pas entendu? Ou alors vous voulez nous désobéir? Et comme ça, il a chargé son arme. Non, il ne fallait pas être là-bas. On est sorti, on dirait, tout le monde voulait sortir en même temps. Et je garde toujours ce souvenir. Ce soir-là, je préparais mon journal, comme d'habitude. Et tout d'un coup, on a entendu des coups de feu. Et à partir de là, il y a eu une coupure d'électricité. Et donc, nous avons eu des amis qui nous ont appelés pour nous demander de nous mettre à l'abri, notamment sous les tables. Donc, j'étais avec 5 de mes collègues. On s'est carrément couchés sous les tables pour nous protéger donc, des coups de feu. Vraiment, c'était très, très, très stressant. Ça me reste en tête. On avait peur qu'un obus rentre par cette fenêtre, par exemple. Et ce jour-là, on a frôlé la mort. Honnêtement, on a téléphoné à nos parents pour leur dire, est-ce qu'on va rentrer à la maison? L'ambiance n'est plus la même qu'auparavant, qu'avant le 22 mars évidemment, parce que là il y a beaucoup qui ont pris peur, qui ne restent plus comme d'habitude, parce qu'avant, ici on passait plus de temps ici qu'à la maison. Le syndicat de l'ORTM assiste impuissamment à tout ce qui se passe. Jusque-là, il n'a posé aucun acte concret pour défendre ou rassurer les agents. Pour nous, ce n'est pas une peine perdue. C'est que certains, un jour ou l'autre viendra, où l'ORTM sera carrément libre de cette emprise. 2012 aura été une année sombre et pleine d'enseignements pour les travailleurs de l'ORTM. Les uns et les autres se remettent progressivement du choc vécu et attendent dans la foulée que justice soit bien rendue. Voilà, ce que le reporter Ibrahima Traoré n'a pas dit, c'est que lui, il était cloîtré dans une salle de montage. Malgré tout, l'ORTM reste debout. Voilà, d'autres sujets demain dans nos éditions de 20h avec d'autres aspects de la question. Autre sujet pour célébrer le premier anniversaire du coup d'État, toujours le même sujet, du 22 mars, le mouvement populaire MP22 a animé ce matin au siège de la Radio Caïra une conférence de presse pour informer les journalistes sur les enjeux que vit le Mali, les soubresauts politiques qui avaient retardé la libération des régions du Nord et enfin les élections présidentielles prévues en juillet. Autant de questions que se pose le Malien lambda, compte rendu Mahamadou Doumbia. Animée pour célébrer le premier anniversaire du coup d'État du 22 mars 2012, cette conférence de presse a permis aux membres du mouvement populaire du 22 mars de se rappeler les circonstances du coup d'État du 22 mars, de parler des objectifs de ce mouvement basé essentiellement sur les problèmes des régions du nord du Mali, leur libération et le retour de la paix sur l'étendue de notre territoire. La crise au sein de l'armée est une préoccupation unanime qui requiert justement la tenue des concertations nationales pour statuer souverainement sur tous les problèmes de la crise malienne et non recourir aux expédients et faux fuyants. Après un an de soubresauts politico-militaires, beaucoup reste à faire. Après l'intervention de la France, la libération entière des régions du Nord, l'envoi des militaires maliens est vivement souhaité à Kidal. Et le MNLA doit être combattu. Pour les prochaines élections fixées en juillet prochain, le MP22 souhaite que cette date soit respectée et que des garde-fous soient érigés pour éviter la fraude. Pour ce qui concerne donc ma propre candidature, je suis investi par mon parti qui n'est pas revenu sur cette investiture. Nous travaillons comme si les élections c'est demain. Pour renforcer la liberté de la presse, le MP22 souhaite que le journaliste Boucar Dao soit libéré. Activité politique toujours, l'Union pour la République et la démocratie s'agrandit. Le parti de la poignée de main a accueilli de nouveaux militants. 178 responsables d'autres partis ont signé, ont porté donc leur choix sur ce parti pour, dit-il, les valeurs démocratiques qu'il incarne. La cérémonie d'adhésion a eu lieu hier. Reportage Modibo Mariko. De la poignée de main, après un accueil des plus fraternels, le cercle du parti URD s'agrandit ainsi de nouveaux militants venus d'autres partis. Au total, 178 responsables dont 2 députés, 54 conseillers municipaux, 27 membres du comité central et 95 membres du bureau de coordination. Des militants qui justifient leur choix de l'URD par le partage des valeurs démocratiques. Le choix a été porté sur l'URD pour les raisons suivantes, entre autres. La majorité des militants ici présents pense que l'URD est un parti fédérateur, un parti démocratique
un parti républicain et un parti d'écoute. Des militants qui n'auront certainement pas que des droits dans leur nouveau parti. Le protocole d'accord signé pour l'occasion exige des adhérents un engagement à élargir et à renforcer les bases du parti d'accueil dans les communes de leur ressort. Par la même occasion, l'URD assurera leur intégration effective dans ces structures. Les nouveaux adhérents sont d'ores et déjà des militants à part entière. Leur dire qu'à l'URD, il n'y a pas de premier ou de dernier venu dans ses rangs. Toutes les militantes, tous les militants, quel que soit le moment de leur adhésion, sont égaux en droit et en devoir vis-à-vis du parti. Seul le mérite, fondé sur l'engagement pour la cause du parti, constitue le critère essentiel de promotion en son sein. Le point d'orgue de la cérémonie a été l'arrivée et la présentation d'invités surprises. Le président d'honneur du parti, Soumaïla Cissé, c'est de lui qu'il s'agit, s'est fondu en remerciement pour le soutien dont il a bénéficié suite à la période passée à l'extérieur pour ses soins. Il y a des moments où la politique, on la met de côté. L'aspect humain des choses se met au-dessus de tout. Mais je voudrais dire merci au bon Dieu, tout simplement. L'URD a ainsi appelé ses militants à la mobilisation dans les mois à venir, notamment pour les échéances électorales à venir. Hors de nos frontières, les Sénégalais ont rendu hommage au poète martiniquais Aimé Césaire à l'occasion du centenaire de sa naissance. Décédé le 17 avril 2008, le poète, dramaturge et homme politique martiniquais reste dans la mémoire collective des civilisations nègres. Les hommes d'État et les intellectuels sénégalais, rejoints par de nombreux politiques et écrivains de la diaspora africaine et de la francophonie, se sont retrouvés à Dakar pour célébrer le centenaire de la naissance d'Aimé Césaire. Décédé le 17 avril 2008, le poète, dramaturge et homme politique martiniquais reste présent dans la mémoire collective des civilisations nègres. Aujourd'hui, ce combat que Césaire a engagé avec Senghor, avec Léon Gontran-Damas, reste un combat actuel si l'on voit les effets négationnistes de la mondialisation face aux identités qui doivent être reconnues. Pour nous, héritiers de ce combat, nous devons poursuivre le même combat, peut-être sous des formes différentes, mais vivre nos valeurs, vivre notre africanité, notre négritude, qu'on soit africain entier, donc, mais en tout cas homme noir, homme avec grand H, je pense que c'est un héritage qu'il faut perpétuer. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les jeunes aussi ont appris beaucoup du combat d'Aimé Césaire. On ne peut pas être africain sans autant savoir Aimé Césaire, qui fut un grand poète noir, qui a toujours lutté pour attirer son africanité. Il a toujours été là pour lutter pour le peuple opprimé. Il y a longtemps que je n'ai pas revu mes cahiers sur la négritude, mais néanmoins, Césaire a beaucoup fait pour le monde des nègres et pour l'Afrique en général. Dans le pays de son ami et compagnon Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire demeure pour des générations d'Africains un combattant de la dignité de la race noire. Et cela vaut bien le devoir de mémoire auquel le Sénégal et l'Afrique s'emploient du 19 au 23 mars à Dakar. Toujours sur le continent, l'actualité nous conduit en République centrafricaine où la rébellion Seleka annonce la reprise des armes. Au Maroc, où est arrivé l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour préparer une reprise possible des discussions entre le gouvernement marocain et les indépendantistes du Polisario. Nous irons également en Côte d'Ivoire, mais commençons par la Centrafrique. Menace de nouveaux combats en Centrafrique. La rébellion Seleka annonce la reprise des armes. Les rebelles accusent le pouvoir de ne pas respecter les accords de paix signés le 11 janvier à Libreville. Cette brusque dégradation de la situation à RCA interpelle la communauté économique des États de l'Afrique centrale, présidée par le chef de l'État tchadien. Le président Déby est prêt et dès que les autres sont disponibles, en tout cas lui, il est disponible, même maintenant, pour se rendre à Bangui, rencontrer les partis, rencontrer le président Bozizé, le chef du gouvernement, la Seleka, pour les inciter à aller de l'avant. Mercredi, le président centrafricain Bozizé avait pris 2 décrets permettant de libérer les prisonniers politiques
et de levée de couvre-feu en vigueur dans le pays. La rébellion Séléka juge ces mesures insuffisantes. Nouvelle mission de Christopher Ross en Afrique du Nord. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU est à Rabat au Maroc. C'est la première étape d'une tournée qui s'achève le 3 avril. L'objectif, préparer une reprise possible des discussions directes entre le gouvernement marocain et les indépendantistes du Front Polisario soutenus par l'Algérie. Après Rabat, Christopher Ross prévoit de se rendre à Alger et à Nouakchott en Mauritanie. Le Front populaire ivoirien accentue la pression sur le gouvernement. Au cours d'une conférence de presse donnée ce jeudi à Abidjan, le FPI pose des conditions à sa participation aux élections régionales et municipales prévues dans un mois. Le parti réclame notamment la libération d'anciens barons du régime de Laurent Gbagbo et la révision de la composition de la commission électorale indépendante. Pour le moment, pas de réaction de la part des autorités ivoiriennes. Le contenu de ce communiqué à présent, le chef d'état-major général des armées informe les populations que dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mars 2013, vers 22 h, un groupe d'une trentaine d'hommes armés a attaqué les postes de sécurité installés au bord de l'aéroport de Tombouctou. Dans un premier temps, les assaillants avaient fait exploser un véhicule piégé à un checkpoint à l'est de l'aéroport. Ensuite, ils avaient tenté de s'infiltrer dans les positions amies. Les forces armées maliennes, appuyées par leurs alliés français, ont repoussé cette attaque en faisant 6 morts parmi les assaillants. Du côté des forces armées maliennes, il a été enregistré 8 blessés et 1 militaire décédé. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances à la famille du disparu et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Depuis décembre 2012, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 22 mars de chaque année Journée mondiale de l'eau en vue de sensibiliser et d'informer les décideurs, l'opinion publique et les acteurs de développement sur les problèmes de l'eau. Cette année, la commémoration de cette journée est placée sous le signe de la coopération dans le domaine de l'eau. À cette occasion, voici un extrait du discours du ministre de l'Énergie et de l'eau, Makan Tounkara, propos recueillis par Nando Dambélé. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre cette journée dédiée à la coopération dans le domaine de l'eau. À cette occasion, il sera abordé, entre autres, les défis que représente la gestion de l'eau face à un accroissement de la demande et les possibilités de développement de la coopération. L'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de nos populations à travers leur accès à l'eau a toujours été au cœur des préoccupations du gouvernement. Le Mali, où la gestion de l'eau constitue un défi majeur, dispose d'importantes ressources en eau, mais paradoxalement souffre de déficits chroniques en raison de l'inégale répartition des précipitations et des écoulements dans le temps et dans l'espace, la faible mobilisation des ressources potentielles et la mauvaise gestion des ressources existantes. Il apparaît donc clairement que la gestion des ressources en eau recouvre des questions diverses et complexes, notamment la réponse aux besoins fondamentaux des populations, l'anticipation des crises et la préservation de la ressource. L'absence ou l'insuffisance d'eau potable, les difficultés d'accès à l'hygiène et la rareté des services d'assainissement entraînent des problèmes de santé de la population. À cet effet, les efforts déployés par le gouvernement du Mali, en coopération avec ses partenaires au développement, ont permis, sur la base du recensement de 1998, d'aboutir en 2012 aux résultats ci-après concernant le taux d'accès à l'eau potable. 73,6% en milieu rural, 82,2% en milieu urbain et semi-urbain et 76,1% au niveau national. Comment favoriser la recherche technologique au Mali? La question est au centre d'un séminaire national qui s'est tenu au ministère du Commerce et de l'Industrie. Un séminaire de 2 jours qui vise à mettre en place un nouveau réseau de compétences et de partenaires techniques pour l'innovation technologique. Bourama Traoré. C'est un parterre d'acteurs réunis pour un exercice commun.
Inventeurs, opérateurs économiques et décideurs réfléchissent ensemble pour favoriser la recherche technologique. Pour ce faire, ils doivent mettre en place un nouveau réseau de compétences et des partenaires techniques pour l'innovation technologique. Un organe national qui aura pour mission de trouver une solution à la problématique du financement des inventions au Mali. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle sera toujours à vos côtés et à votre écoute pour qu'ensemble nous réussissons ce pari, celui d'avoir pu effectivement intégrer nos inventions et innovations endogènes dans le processus de développement économique et social du Mali. Pour réussir donc le pari, le nouveau réseau de compétences va accompagner les entreprises à mieux organiser leurs activités. La finalité est de permettre à celles-ci de tirer profit des investissements réalisés. L'innovation technologique en tant que processus conduisant à la création de produits nouveaux ou la réduction de coûts de production des produits existants est devenue un élément clé de la compétitivité et de la croissance économique. Elle constitue un vivier d'opportunités pour la création de nombreuses micro, petites et moyennes industries, y compris des entreprises artisanales mieux adaptées à l'environnement national et sous-régional. Autant d'opportunités qui sont à l'origine du partenariat dynamique entre le département en charge de l'industrie et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, deux structures décidées à cheminer ensemble pour promouvoir davantage d'innovation technologique. Le ministre de l'économie, des finances et du budget a l'honneur d'informer le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM-SA intitulé « Appui aux forces armées » présente à la date du 15 mars 2013 un solde de 1,959 45 616 francs CFA. Le ministre de l'économie, des finances et du budget profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informer que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère de l'économie, des finances et du budget. Nous ouvrons une large série de conseils d'administration, la page conseil d'administration. Le projet budget 2013 de l'Office national des produits pétroliers ONAP est de 1,551 milliard de francs CFA. L'ambition est le renforcement de la capacité de stockage et l'augmentation des ressources propres à l'Office. Moïse Traoré. L'Office national des produits pétroliers veut renforcer la capacité de stockage de notre pays avec des bacs supplémentaires. L'ONAP entend également œuvrer à l'augmentation de ses ressources propres, et ressources qui devront passer de 3 millions en 2012 à 18 millions en 2013. Le projet de budget pour l'exercice 2013 est de 1,551 milliard. Les activités de contrôle de qualité, les activités de collecte des données statistiques de consommation de toutes les régions, les études relatives à la construction d'un dépôt d'hydrocarbures liquides et gazeux à Mopti. Nous avons dans notre perspective de réaliser aussi une extension au niveau du dépôt ONAP par la réalisation d'une cuve de 3000 m3. Au département de tutelle, on rappelle qu'à la crise institutionnelle et sécuritaire de 2012 s'est ajoutée la hausse des prix fournisseurs. Des mesures appropriées ont dû être prises. Il s'agit de l'ouverture de l'axe Niger-Mali, de la répercussion partielle des effets de la hausse des prix fournisseurs sur les prix à la pompe, de la mise en place d'un cadre de concertation et de suivi des importations de carburant aviation, enfin du renforcement du cadre de concertation existant. Cette 25e session du conseil d'administration de l'ONAP confirme la mission première de l'Office. Il s'agit de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Le Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics a tenu la 14e session ordinaire de son conseil d'administration. Les administrateurs, après examen des activités menées courant 2012, ont élaboré le programme d'activité 2013. À propos du projet budgétaire 2013, il reste sensiblement le même par rapport à l'année écoulée, un budget qui s'élève à près de 900 millions de francs CFA. Garibou Pérou.
Au cours de cette 14e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics, administrateurs et observateurs ont d'abord examiné les activités menées en 2012. Ils ont ensuite élaboré le programme et le projet budgétaire 2013 estimé à 900 millions de francs CFA. Un budget sensiblement égal à celui de l'année écoulée. En dehors de sa vocation première qui est la recherche, les administrateurs ont inscrit dans leur programme un contrôle efficace et un suivi du patrimoine du génie civil au Mali. L'instauration d'une taxe ou d'une redevance pour la certification à l'importation des matériaux de construction au Mali, fer, ciment, plâtre, bois, etc. L'auscultation régulière des ouvrages d'art sur le réseau routier et certains ouvrages exceptionnels comme les barrages. La présente session, essentiellement budgétaire, se tient dans un contexte particulier qui nécessite une optimisation des ressources du centre, aussi bien humaines que matérielles, pour une meilleure exécution des missions. Si l'année 2012 s'est caractérisée par l'arrêt de grands projets routiers à cause du contexte institutionnel et sécuritaire selon le directeur général, le centre qui dispose déjà des potentialités se propose plusieurs activités. Il s'agit des activités liées à la recherche, au contrôle et à la surveillance des travaux des routes Banamba-Touba, Massina Diafrabe Tenenkou, Manantali Maïna, Bamako-Ségou et les deux ponts de Baflabé. En mémoire, le ministère de l'économie et des finances et le Centre national ont signé le contrat plan État qui s'étend sur la période 2012-2014 pour un montant total de plus de 4 milliards de francs CFA. D'un conseil à l'autre, l'Institut national de formation en équipement et en transport a tenu ce matin la 13e session de son conseil de gestion. Au cours de la rencontre, les administrateurs ont adopté le procès-verbal et les recommandations issues de la 12e session. Moussa Fani. Cette 13e session du Conseil de gestion de l'Institut national de formation en équipement et en transport, INFED, se tient dans un contexte socio-économique difficile. Malgré cette situation, l'Institut a pu réaliser certaines de ses activités. C'est le lieu de saluer l'accompagnement de la Banque mondiale qui, à travers le projet sectoriel des transports, a permis la réalisation de plusieurs formations se rapportant au domaine de l'entretien routier, à la sécurité routière, à la gestion des transports. Ces formations ont permis aux entreprises du BTP, aux compagnies de transport et aux bureaux d'études d'améliorer leurs performances sur le terrain. Le projet de budget 2013 de l'INFED se chiffre en recettes et en dépenses à environ 500 millions de francs CFA. Il connaît une baisse de 30% par rapport à l'exercice précédent. Compte tenu de la situation, on n'a pas été très ambitieux pour espérer que la formation va être un élément important, encore que dans la feuille de route du gouvernement, la formation professionnelle est un des éléments indiqués comme élément de croissance. Pour l'année 2013, c'est de faire en sorte que l'Institut devienne un véritable centre de développement de compétences pour le secteur des transports et travaux publics. Le secteur des transports est en perpétuelle évolution. C'est pourquoi l'Institut entend répondre aux exigences internationales en matière de transport et de sécurité routière. Le projet d'appui au renforcement de la décentralisation et de la déconcentration de l'éducation et la santé tient depuis ce matin à Sikasso la première réunion de son comité régional de concertation et de suivi. Au centre des échanges, l'analyse du bilan de l'année 2012, la validation de la décision de création du comité de suivi des perspectives pour 2013. Daouda Diakité. Cette première rencontre avec les acteurs impliqués des services techniques, les responsables de l'éducation et les élus s'inscrit dans une logique permettant de renforcer davantage l'implication des acteurs au processus de suivi des activités du projet. Le projet a démarré en septembre 2012. Cette base-là, déjà, je peux dire que l'objectif, c'est d'appuyer les collectivités et les services techniques dans la mise en œuvre de leur plan opérationnel en matière d'éducation et de la santé pour une gestion plus efficace et participative de ces secteurs-là. L'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est de mettre sur pied cette commission et de valider les décisions de création de la commission et effectivement d'analyser le bilan déjà 2012 et se plancher également sur les perspectives 2013 et également d'analyser un certain nombre de requêtes qui ont été adressées par les niveaux cercles. Cette démarche basée sur la priorisation des besoins locaux a permis d'engager des acquis fort appréciables par les collectivités bénéficiaires. 128 millions de francs CFA
ont été investis dans l'opérationnalisation des plans de développement des collectivités. Je suis très impressionné par ce que nous avons, par le chemin déjà parcouru par le PARDES, en tout cas au sein de l'Académie d'enseignement de Bougouni. Nous avons eu à travailler en 2 phases. La première phase a contribué à faire des études exploratoires dans notre secteur en ce qui concerne l'éducation. Justement, cette deuxième phase va constituer à mettre en place une commission régionale de concertation et de suivi pour opérationnaliser tout ce qui a été conçu pendant la première phase. Pour 2013, plus de 559 millions de francs CFA sont mobilisés par les Pays-Bas, partenaires financiers du projet, pour la couverture des besoins dans les domaines des services sociaux non encore couverts dans les 7 cercles de la région de Sikasso. Culture à présent, initiation aux instruments et langages cinématographiques, c'est le titre d'un café cinématographique qui s'est tenu ce matin au CNCM. L'objectif de cette activité est de familiariser les membres du conseil d'administration de la structure au langage du 7e art à travers ses différentes facettes. Compte rendu, Modibo Soirée. Ce café cinématographique se veut une causerie débat destinée aux membres du conseil d'administration du Centre national de la cinématographie du Mali. Une initiative servant à familiariser les participants avec l'environnement, le cadre et autres enjeux du 7e art dans le but d'accroître leur intérêt pour la promotion du secteur. Ce café cinématographique, c'est pour que les administrateurs puissent comprendre le langage du cinéma, pour que les gens puissent comprendre ce langage, pour que les gens puissent aider le cinéma, pour qu'on puisse avoir une certaine collaboration assez saine entre les administrateurs qui sont chargés de nous orienter et les cinéastes. Il faut que le langage du cinéma soit expliqué. Ce langage cinématographique présenté par le CNCM à travers son studio école, le Bourgou, est animé par les professionnels du cinéma. Ce projet d'initiation au métier du cinéma et de l'audiovisuel s'articule autour de 4 modules. À savoir d'abord la production, puis la réalisation, puis la direction photo et enfin la prise de son. Nous pensons que les administrateurs sortiront plus renforcés encore dans les domaines du cinéma dont ils ont en quelque sorte la responsabilité. Des projections de films, des visionnages, des exposés, des communications ainsi que des débats et échanges constituent les différentes pédagogies qui ont meublé la journée. Autant de sujets pour favoriser un meilleur plaidoyer en faveur du cinéma malien. Tout ce qui permet de mieux partager les langages cinématographiques, particulièrement entre les membres du conseil d'administration, peut être que bénéfique quant à la qualité des débats et des décisions qui seront prises à l'issue du prochain conseil. Harmoniser les langages qui puissent permettre d'améliorer la qualité des débats et donc par conséquent la qualité des décisions qui seront prises pour l'avenir et le devenir du cinéma malien. À l'ouverture de la session, l'assistance a eu droit à la projection du making-of de 26 minutes du film long-métrage intitulé Dans mon son. Cette œuvre de 90 minutes qui a vu la participation d'un millier de comédiens et interprètes, une production du CNCM, sera diffusée très prochainement sur l'ORTM. Le langage du cinéma, le langage du ballon rond, le sport n'est-il pas aussi un art? Alors, le championnat national de Ligue 1, 17e journée, les dernières rencontres jouées hier au stade Modibo Keïta ont vu le nul 1 but partout entre les 11 créateurs de Nyarela et Atar Club de Kidal et la victoire du Djoliba AC 1-0 face à la Somme. Le résumé des 2 rencontres avec Djara Konate. Faire mieux que la phase aller, c'est la priorité du champion sortant, le Djoliba AC, qui avait peiné jusqu'ici à rassurer ses supporters. Avec cette victoire 1-0 sur la Somme, la famille des Rouges peut espérer un déclic pour la suite. Les pensionnaires des Remakono se sont présentés avec un nouveau visage. Ils passeront plusieurs fois à côté de l'ouverture du score. La Somme se montre intenable jusqu'à la pause. La pression s'accentue dans le camp adverse. Les jeunes de Misra finiront par céder malgré la volonté. Amory Djamtene, à la réception d'un centre, loge la balle dans les filets. 1-0, c'était à la 47e minute. Plusieurs autres tentatives et de belles séquences de jeu ont émaillé le reste de la partie. L'espoir renaît-il donc pour les sociétaires du Djoliba AC? La suite du championnat nous édifiera.
La seconde rencontre entre 11 créateurs et Atar Club de Kidal est celle de la surprise. Car après l'ouverture du score d'Atar Club par Sori B. Kouma, la pression monte dans le camp des 11 créateurs. Les dieux du stade Mourou Keïta seront avec les joueurs de Nyarela. Ils obtiennent un penalty litigé. Lamine Traoré remet les pendules à l'heure. 1-1. Ce coup dur pour l'équipe de Kidal n'enlève rien à sa détermination. Elle va même se créer 2 situations de but sans parvenir à les concrétiser. Finalement, Bakary Koulibaly, arbitre central, met un terme à la rencontre sur le score nul d'1 but partout. C'est sur cet élément sport que prend fin ce journal. Merci de l'avoir